Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture spécial Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai terminé 4 livres de ma pile du pack et que je me suis dit que j'allais vous faire des updates lecture au fur et à mesure de mes avancées livresques, un peu comme mes points lecture habituels. Ici, je suis trop contente parce qu'il y a eu quand même un coup de cœur dans cette sélection, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Malheureusement, les 3 autres livres sont plutôt des déceptions. Donc voilà, ça fait partie du jeu de vous donner mon avis aussi sur des livres que j'ai moins aimés, malheureusement. Mais on va finir sur un coup de cœur, donc ça me met en joie. C'est parti! La première lecture dont je vais vous parler, donc la première déception malheureusement de ce point lecture, c'est La maison aux 1000 étages de Jan Weiss, qui est publié chez Hachette Heroes, là, leur rayon imaginaire. C'est un classique en fait de la SFFF qu'ils ont retraduit et republié puisque c'est un livre tchèque et qu'ils le comparent beaucoup à George Orwell 1984 ou encore Nous de Zemiatin sur lequel j'avais fait une vidéo. Et forcément j'aime beaucoup les dystopies, les romans d'anticipation, donc ça m'intriguait beaucoup. En plus il est très beau, leur ligne éditoriale je la trouve vraiment magnifique. Malheureusement ça ne l'a pas fait et principalement parce que j'ai détesté, mais vraiment détesté le personnage principal. Donc à partir du moment où on ne peut pas blairer le héros qu'on suit, tout est beaucoup plus compliqué. Donc comme le nom l'indique, on est sur une maison aux 1000 étages, plutôt une tour aux 1000 étages, dans lequel est l'humanité tout entière. Et un homme va se réveiller, notre héros, il est seul, il est hanté par des souvenirs, il sait plus vraiment qui il est, et surtout il est invisible. Il est invisible et petit à petit il va trouver un moyen d'entrer dans cette tour et il va intégrer cette humanité dont il n'avait aucun souvenir et qu'il découvre presque de but en blanc, un peu comme le lecteur justement. Et il va avoir une espèce de quête puisque il va trouver dans sa poche un petit bout de papier qui lui dit qui il est, qui lui dit un peu ce qu'il doit faire, il va un peu suivre des indications comme ça, et au fur et à mesure, puisqu'il est invisible, il peut aussi écouter aux portes et choper des petites infos à droite à gauche, et en gros, son but premier va être de démasquer Müller. Müller, c'est un peu le mec à la tête de cette tour, que personne ne connaît vraiment, que personne n'a vraiment jamais vu, mais il y en a quand même qui le connaissent. On l'entend parler à travers des haut-parleurs, il est omniscient, il voit tout, il est partout, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui a l'argent, le pouvoir, etc. Ça m'a fait beaucoup penser à W dans Transpersonnage, je crois que c'est Wilson, je sais plus, mais pareil, le mec qui a la tête du train, etc., qu'on voit jamais, et en même temps il est un peu tout le temps là, enfin bref. Donc voilà, ce Müller a l'air de tout contrôler, et notre personnage principal va un peu avoir pour mission de le faire tomber, ou au moins de le confronter. Alors, il y a quand même des points positifs dans ce livre, puisque il a quand même été écrit en 1929, et que, comme beaucoup de dystopies d'anticipation, il est très visionnaire sur beaucoup de sujets, parce qu'on y parle du contrôle du corps de la femme, on y parle de la surconsommation, des dérives des écrans, de beaucoup de vices en fait que l'humanité a toujours, hein, encore et toujours, et que je pense elle aura forever. Donc voilà, c'est assez visionnaire, on a des thématiques abordées comme beaucoup de romans d'anticipation qui sont assez violentes, assez sombres, assez noires. On va pas se mentir, ça nous dépeint pas une vision très positive de notre civilisation, de notre humanité. Mais après voilà, c'est un peu le lot de la plupart des dystopies, c'est jamais très joyeux et on parle vraiment des obsessions, des vices les plus sombres de l'être humain. Et donc cette image de la société qui est quand même plutôt pertinente, c'est un point positif. Autre point positif, c'est qu'il y a un vrai travail de mise en page sur le livre. Attendez, je vais vous montrer. Déjà les en-têtes de chapitres sont un peu stylisées, vous voyez, hop. Et sinon, vous voyez, il y a un vrai travail de mise en page aussi pour nous montrer l'univers, pour nous montrer à quoi ressemble la tour. Par exemple, quand notre personnage principal se balade dans des rues, qui voit des pancartes, des affiches, on a ces pancartes et ces affiches dans le livre, donc c'est assez immersif. Et j'avais écouté un podcast de la directrice éditoriale de cette collection, et ce qu'elle disait, elle disait qu'en gros le livre c'est
un objet sensoriel en premier lieu, et que avec par exemple le côté embossé de la couverture, elle avait envie de travailler le toucher, que aussi elle avait envie de travailler le visuel, non seulement les mots oui, mais aussi ajouter des éléments visuels dans son livre, dans ses livres, pour qu'il y ait vraiment une expérience immersive de la part du lecteur. Donc l'ouvrage en lui-même, la démarche éditoriale, les thèmes qui sont traités, etc., vraiment positif de ouf, je soutiens, etc. Je soutiens cette collection, je pense que je vais lire d'autres ouvrages, mais simplement, ça ne m'a pas plu parce que le personnage principal, je ne peux pas le blairer, comme je vous l'ai dit au début. Donc au début, il est amnésique, il se souvient de rien, ok, bon. Déjà la narration, elle est très saccadée, elle est très rythmée, très froide et un peu aseptisée et tout, donc ça aide pas à s'attacher au personnage. Mais dans ses émotions, alors le mec il sait pas qui il est invisible, et il a quand même un ego surdimensionné qu'il faut gérer, hein. Tu ne sais quand même pas quitter, alors bon il panique pas déjà, il n'y a pas un côté où je sais pas, tu as des questions existentielles, d'identité, j'en sais rien. Non, il trouve un bout de papier, il se dit ok je suis Lee, ok c'est parti. Il rencontre une meuf, il y a un peu l'archétype du gars qui doit sauver une princesse, en plus c'est vraiment une princesse qui est en danger. Alors bon, elle s'est quand même enfuie, elle est quand même en train de vivre sa vie et de gérer son évasion un peu toute seule. Je ne suis pas sûre qu'elle a besoin de ton aide, mais alors lui il est en mode oui. Il faut que je la sauve, absolument. C'est mon devoir, elle ne peut pas s'en sortir toute seule, et dès qu'elle est un peu en danger, il est en mode non mais je vais lui faire comprendre que je suis là, comme ça elle va être rassurée. Ça a été écrit en 1929, mais vraiment je l'ai détesté. Il y a des choses qui étaient trop abstraites pour moi. Je n'ai pas réussi à visualiser comment étaient faits les étages, comment était organisée la société. Il y a des dissensions au sein des étages, et donc Muller il a un peu des opposants, il a des gens qui le soutiennent aussi, mais ça c'est pareil, j'ai pas trop réussi à saisir l'enjeu. À la fin je me suis un peu lassée parce que j'arrivais plus à être dans l'action, j'arrivais plus à être dans les rebondissements et tout, j'arrivais plus à comprendre. En plus il y a des personnages qu'on croise, je sais pas, au milieu de l'histoire, on les recroise plus tard, mais on a vu leur nom une fois ou deux fois, et je suis en mode ok attends, je sais plus quel est l'intérêt, je sais plus quel est l'enjeu là par rapport à ce personnage et tout. En fait honnêtement je me suis désintéressée. Je me suis désintéressée à partir de la moitié, et d'ailleurs j'ai lu la moitié, ensuite je l'ai mis en pause. Je sais plus pour quelle raison, mais j'avais d'autres trucs à lire, et je l'ai repris ensuite. Donc c'est pour vous dire vraiment, je pense que j'étais pas dans un mood de lecture où voilà, j'ai pas donné non plus 100% sa chance à l'histoire, dans le sens où je l'ai pas lu d'une traite, je me suis pas immergée totalement, mais juste je me suis désintéressée parce que j'ai trouvé ça chiant, j'ai pas trop aimé la narration. Je sais pas, ça m'a pas fait la même chose avec Nous ou avec 1984, alors que pourtant ils ont des narrations qui sont un peu complexes, saccadées aussi, très impersonnelles et tout, mais je trouvais que ça servait dans le récit des deux autres, alors qu'ici j'ai pas saisi, parce qu'on joue quand même un peu sur les émotions, on est censé comme ça avoir un peu de pitié pour la princesse, ou j'en sais rien, être effrayé pour elle, donc je sais pas. En tout cas ça l'a pas fait, mais par rapport à ma culture, écoutez, de la science-fiction étrangère, bah je suis contente de l'avoir lu, mais ça ne m'a pas convaincue. Je pense que ça passe ou ça casse, et avec moi ça a cassé. On enchaîne avec la deuxième lecture un peu bif-bof de ce Pumpkin Autumn Challenge, qui n'a pas commencé sous des augures absolument incroyables. C'est Jusque dans la Terre de Sue Rainsford, que j'avais vraiment hâte de lire, que j'ai acheté récemment et qui me faisait vraiment envie en plus. Regardez-moi cette couverture automnale, halloweenesque, cauchemardesque, frissonnante. Bref, ça avait l'air vraiment sympa. Et le résumé nous dit donc qu'on va suivre l'histoire de Ada qui vit avec son père aux abords d'une forêt. Et en gros, son père et elle ont des dons particuliers parce qu'ils sont capables de soigner les cures. Les cures, qu'est-ce que c'est? C'est vous et moi. Ce sont les humains qui sont malades, qui ont plein de maladies, qui ont plein de trucs qui vont pas, qui vivent un peu en bord de la forêt. On ne sait pas, ils sont juste là à la fois leur rendre visite, mais alors est-ce qu'ils sont dans une ville, dans une campagne? Bon bref, on n'en sait rien, mais Ada et son père ont la capacité de guérir les corps humains grâce à la terre avec un grand T. C'est-à-dire qu'ils ouvrent les corps, ils les placent ensuite dans la terre en mode repos, c'est-à-dire comme si là quelqu'un vous endormait, vous mettez dans la terre, vous enterrez, vous laissez quelques jours comme ça, et ensuite vous êtes en somnolence et ils vous ramènent. Voilà, donc Ada et leur père, on ne sait pas trop
qui ils sont, ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas comme nous. Les gens ont un peu peur d'eux et en même temps ils les tolèrent, voire ils les apprécient parce que ils les aident quand même beaucoup et qu'ils ont des capacités assez hors normes par rapport à la guérison. Le problème c'est que Ada va s'enticher d'un garçon qui s'appelle Samson et qui est un humain, qui est une cure clairement, et son père ne va pas voir ça d'un bon œil et la sœur du garçon ne va pas voir ça d'un bon œil non plus. Voilà. Donc on nous disait que c'était une allégorie remarquable de la féminité, du premier amour, des émois adolescents, blablabla. Et c'est vrai qu'on parle d'une histoire d'amour assez intense, un attachement qui est presque viscéral, donc qui est assez violent, assez extrême, assez exclusif. Et donc cet attachement va un peu bouleverser l'équilibre que Ada et son père avaient, qu'ils ont depuis longtemps, parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps que les humains, donc ils sont là depuis longtemps. Ada, elle, c'est une jeune fille, on dit que c'est pas non plus une femme, mais c'est pas non plus une fillette, donc je pense qu'elle doit avoir 14-15 ans, donc voilà, c'est vraiment dans ce côté exploration de la féminité, elle découvre qui elle est. Mais il y a des éléments qui m'ont gênée. Alors ça fait très conte philosophique, conte fantastique, conte initiatique, avec beaucoup d'éléments surnaturels. Donc Ada et son père viennent de la Terre, pas d'explication. Son père, on le sait dès les premières pages, est un espèce de métamorphe qui se transforme en ours la nuit. Quelle est l'utilité, quelle est voilà, la pertinence de cet élément? On n'a aucune explication. Ok, je veux bien qu'il y ait des éléments surnaturels qu'on nous donne comme ça, qu'on accepte. Mais parfois, il faut que ça ait du sens aussi. Je trouve que tout ce qui est la terre, la guérison par la terre, c'est une très belle métaphore, allégorie de la guérison par la nature. Le lien qu'on a avec la nature et le fait que souvent, on peut guérir naturellement, on peut guérir en se connectant avec la nature, en utilisant les ressources qu'elle nous donne. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça, on n'a pas d'explication sur tous ces trucs-là, mais ok, j'accepte. Mais il y en a d'autres où j'ai trouvé ça un peu bizarre. Autre chose aussi, par contre, que j'ai bien aimé, c'est toute l'image, la représentation de la maladie, puisque on nous dit qu'on peut la prendre, mais il faut la mettre quelque part, donc il y a un peu le concept de rien ne se crée, tout se transforme. Ça, j'ai beaucoup aimé. La narration est assez sympa. En plus, on a des petites parties où ce sont les personnes du village, donc les cures, qui en une seule page nous décrivent un peu leur relation avec Ada et son père, et donc ça nous permet d'avoir un peu de contexte, notamment par rapport à leur relation passée, etc. Mais sinon, en fait, c'est vraiment Ada qui passe son temps à guérir les gens et qui se retrouve transformée en tant que femme par sa relation avec Samson, parce qu'elle se retrouve un peu en confrontation avec son père aussi, alors que c'est la seule personne avec qui elle vit, c'est la seule personne comme elle, c'est la personne qui lui a appris son métier, qui lui a tout appris, et elle se retrouve en confrontation avec cet homme. Et donc il y a un côté, je sais pas, un côté un peu potentiel raté. Je pense que c'est vraiment une grosse déception parce que La Maison de Mille Étages, je sais pas, j'en attendais pas non plus quelque chose, je sais pas, je l'ai lu, j'ai pas trop aimé, bon bah voilà, ça passe. Mais là, il y a du potentiel et tout, et j'ai l'impression que c'est un peu gâché parce que ça aurait pu être plus long. Donc là c'est publié aux Forges de Vulcain et ça fait 200 pages, un tout petit peu plus de 200 pages, donc c'est très très court. En plus c'est écrit extrêmement gros, il y a beaucoup de pages où on a très peu de texte. Vous voyez? Donc ça passe vraiment très vite. Pour vous dire, je l'ai commencé hier soir, j'ai dû 1 heure et je l'ai fini ce matin. Enfin vraiment, c'était extrêmement rapide à lire. Et j'ai bien aimé dans le sens où je voulais quand même savoir ce qui allait se passer à la fin, mais ça retombe comme un soufflé et à la fin on est vraiment déçus parce que bon bah déjà il y a des révélations que moi j'avais vu venir et que j'avais compris, donc je ne sais pas si on n'est pas censé les comprendre ou pas parce que je trouve les indices un peu gros. On est sur beaucoup d'abstraction, donc le problème c'est que c'est dur de s'immerger dans l'histoire, de visualiser ce qui se passe. On s'attache à Ada, oui, mais en même temps il y a un truc moi qui m'a gênée dans leur relation avec Samson parce que j'aurais trouvé ça beau si j'étais impliquée dans leur relation et que vraiment je ressentais leurs sentiments, je ressentais leur passion, je ressentais l'attachement qu'ils avaient l'un pour l'autre, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé les deux personnages ensemble. Je trouvais que Ada c'était un personnage hyper intéressant, mais que le fait d'être avec Samson ça la rendait un peu moindre. Parce que elle est quand même presque guérisseuse de ses mains. En fait on dirait un peu une réinterprétation du mythe de la sorcière qui vit aux abords de la forêt et qui soigne avec ses petites plantes. Je pense que c'est donc un livre qui retravaille ce mythe là, qui le rend quand même un peu plus sombre et un peu plus fantastique. Voilà, mais oui, Samson et Ada, j'ai pas adhéré à leur
couple. C'est même pas un couple, c'est vraiment deux adolescents qui découvrent les plaisirs charnels ensemble, on va dire. Mais il y a même une chose qui m'a gênée. Au tout début, que j'ai pas trop envie de vous dire, mais il y a une chose que Ada fait que j'ai pas compris, et à chaque fois je ne comprends pas pourquoi les êtres qui ne sont pas humains, pourquoi ils devraient avoir des relations charnelles comme des êtres humains. Par rapport à nous, notre espèce, quand on fait des trucs olé olé, on le fait d'une certaine manière parce que c'est les humains qui le font comme ça, j'en sais rien. Mais tu prends des êtres qui viennent de la Terre, de l'espace, j'en sais rien, ils n'auront pas la même façon de communier et de s'accoupler que nous. Et je pense qu'il y a une volonté féministe dans ce livre et je pense qu'elle est pas réussie, ou en tout cas moi je l'ai pas saisie. Mais voilà, en dehors de l'écriture qui est sympa et de l'atmosphère qui fonctionne quand même, on est dans une atmosphère un peu glauque et tout, un peu sombre, et en même temps il y a des belles images, il y a des belles idées sur la nature, la terre, la maladie, le corps humain, la guérison, mais c'est pas abouti, j'ai l'impression que c'est un texte qui a beaucoup de potentiel mais qui méritait 100 pages de plus au moins. Tu me mets 100 pages de plus, tu mets 150 pages de plus, avec un développement autour du père, un peu plus d'explications ou en tout cas de description sur la relation qu'Ada et son père ont sur la terre avec un grand T qui est dans leur jardin, sur cette espèce de fonctionnement de cette terre un peu mystérieuse. Je pense que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que c'est une déception, c'est que vraiment j'aurais pu adorer et que j'ai été extrêmement déçue et que je suis restée sur ma faim. Ça arrive, je ne sais pas trop à qui je recommanderais ce livre, peut-être aux personnes qui aiment les contes un peu philosophiques mais très abstraits aussi, qui n'ont pas du tout besoin d'avoir de réponse. Si vous êtes ok avec le fait d'avoir plein d'éléments bizarres sur lesquels vous n'avez aucune explication, peut-être que vous allez un peu plus adhérer que moi, mais moi il me manquait vraiment un tout petit peu d'explication quand même. Un peu, abusez pas. On continue ce florilège de déception avec un graphique, un manga cette fois, qui est Le fleuve Shinano de Hideo Okazaki et de Kazuo Kamimura, qui est ici en intégrale aux éditions Kana, donc vraiment l'intégrale est magnifique. Dommage que l'histoire ne m'ait pas autant convaincue. Déjà les dessins sont très agréables je trouve, on est sur des dessins très matures qui m'ont fait penser à Tezuka en termes de narration, en termes de construction des cases et de dessin en lui-même. Et donc on suit l'histoire de Yukie Takano, qui est une jeune femme vraiment magnifique. Elle a une beauté époustouflante, elle ressemble beaucoup à sa mère, avec qui elle ne vit plus, sa mère qui a disparu. D'ailleurs les premiers chapitres sont assez sympas et très oniriques et tout, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout ça pour dire que Yukie va s'enticher d'un jeune garçon qui travaille pour elle et son père. Et dans cet premier amour adolescent, ensuite il va y avoir une déception, ils vont être séparés, etc. Yukie va prendre des choses sur sa mère, sur elle-même, notamment qu'elle est issue d'un adultère, sa mère a trompé son père, etc. Et elle va s'en retrouver très abîmée dans sa confiance en elle-même, dans son identité, ce qui est totalement compréhensible. Et donc on va la suivre uniquement dans ses relations avec les hommes. Et c'est ça qui m'a gênée, je n'ai pas compris. On ne parle pas d'histoire d'amour dans ce livre, vraiment en aucun cas. À la rigueur, la première qu'elle a avec le jeune homme qui est au service de son père, oui, franchement ça va. Mais les autres, ce n'est pas des histoires d'amour, c'est des fucking histoires de soumission, de dépendance affective, de harcèlement, de viol. Enfin, ce livre est hyper problématique, vraiment hyper problématique. Parce que la quatrième ouverture nous dit quand même « Désir, passion et sensualité guideront ses choix dans cette société où la morale est pourtant intransigeante. Marquée par la quête d'un amour véritable et sincère, le destin tourmenté de Yukie semble lié à ce fleuve capricieux dont le souvenir perdure. » Parce qu'en gros, elle habitait près du fleuve Shinano qui... oui, est un peu un personnage aussi qui est témoin, qui contemple voilà, tous les choix de Yukie et qui va être présent très fortement dans son esprit, dans son passé, dans son futur. Mais bref, désir, passion et sensualité, blablabla, blablabla.
ok, et je veux bien qu'on me mette des relations qui sont moralement répréhensibles. Ok, passons, vraiment passons, mais c'est la mise en scène, le développement de ces relations qui est problématique. Ça ne va pas, ce n'est pas possible. Enfin vraiment, il y a tellement de triggers dans ce livre. Il y a du viol, il y a de l'inceste, il y a du viol sur mineur, il y a une représentation de la femme qui est hyper problématique. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée que une femme, déjà, elle est faite pour être belle, elle existe pour être belle, elle existe pour être vue, admirée, touchée par les hommes, et qu'à partir du moment où elle perd sa beauté, elle ne sert plus à rien, et son corps peut être utilisé vraiment à volonté par les hommes, puisque il n'y a plus cette espèce d'aura d'admiration, de respect que la beauté lui donne, et donc non. Une femme ne vaut plus rien à partir du moment où elle vieillit et qu'elle perd sa beauté. Alors déjà, bon, le principe du moment où t'es moins belle quand t'es vieille et tout, ça aussi ça m'horripile. Et j'ai noté, alors je sais pas pourquoi, en gros là j'ai des notes parce que je me souviens que j'étais tellement choquée en lisant ce manga que je prenais des notes sur tous les trucs qui allaient pas. Et j'ai mis page 267, what the fuck en gros. Donc on va regarder ce qu'il y a, page 267. Oh là là, oh oui, ok. Franchement je suis désolée mais en fait je suis obligée de vous spoiler. Donc je vais vous mettre là maintenant un petit truc en mode début du spoil et je vous dirai exactement quand s'arrête le spoil si vous voulez pas du tout savoir. Mais honnêtement ça vous spoil pas l'histoire mais enfin ça vous spoil quand même un truc qui se passe, une des relations qu'elle a de nouveau problématique. Je vais utiliser ce mot 1 million de fois dans cette vidéo. Mais voilà, donc si vous voulez pas du tout savoir, allez plus loin. Sinon, soyez outrés avec moi. Alors, c'est son père, on parle de son père. Son père qui a violé, qui a violé sa fille. Parce que dans tous les cas, elle est issue d'un adultère, donc machin, c'est pas vraiment sa fille, je sais pas quoi. Il l'a élevée comme sa fille, mais ils ont pas de lien de sang. Bon bah voilà. Alors, on dit que en inoculant chez sa fille un puissant complexe paternel, tout chef de famille peut se venger de cet être haï, la femme. Celui qui ne le peut n'a pas d'autre solution que de violer sa fille. C'est-à-dire que le paternel, là, il s'est fait tromper par sa femme et que le fait d'avoir été comme ça mis en défaut par une femme, cet être inférieur, cet être qui lui doit obéissance et soumission, il n'a pas d'autre solution que de se venger en violant sa propre fille. Et ce n'est pas quelque chose qui est dit en mode il pense ça comme ça mais ensuite c'est énoncé. Non, c'est comme si c'était un putain de concept philosophique qui nous était énoncé. Mais vraiment je n'en peux plus. Enfin, cet être haï la femme. Et en fait c'est vraiment ça. Les hommes sont omnibulés par la beauté, omnibulés par la jeunesse, et dès qu'elle fait pas ce qu'ils veulent, dès qu'elle les repousse, j'en sais rien, ils la détestent, ils l'insultent, il la souille, mais vraiment cette jeune fille se fait... Mais s'en prend plein la tête. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas du tout question d'histoire d'amour, de désir et de passion. C'est vraiment une histoire d'hommes qui détruisent petit à petit l'âme de cette jeune fille qui a été éduquée, qui ne trouve sa place, son existence, son identité que dans la vision des hommes. Donc elle est matrixée, elle recherche tout le temps l'approbation d'un homme. Et dès qu'il lui donne, ensuite il fait que la briser de l'intérieur. Elle se retrouve, enfin je sais pas, son âme est déchirée à cette pauvre femme. C'est une catastrophe. Dans les autres idées dont j'avais pris note, il y avait forcément aussi l'idée que la femme, elle est manipulatrice, qu'elle entraîne forcément la destruction, que la femme subit son corps comme un fardeau. Cette jeune fille qui est là, elle subit son corps. C'est vraiment quelque chose qu'elle n'aime pas, qu'elle n'apprécie pas et qu'elle donne comme ça à des hommes parce que on lui a pas appris la valeur que ça avait, qu'on lui a pas appris que le corps c'est un outil comme un autre, c'est quelque chose qui te permet de voyager, de faire du sport, de danser, de vivre, j'en sais rien. On a vraiment cette idée tout le temps dans le récit que le corps est un fardeau et je trouve que c'est une idée hyper malsaine à propager. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'idée que les enfants doivent supporter les péchés et les fautes de leurs parents, n'est-ce pas? Et que c'est à eux de payer le prix, notamment avec le passage que je vous ai lu juste avant sur elle qui paie les fautes de sa mère. Évidemment, comme d'habitude, si les hommes fautent, c'est parce que la femme l'a tenté, ce n'est pas de leur faute à eux. Évidemment, la femme est une tentatrice, la femme est une manipulatrice.
Voilà, qu'il n'y a pas une once d'amour, que Yuki est réduite à son corps, qu'il y a une diabolisation du sexe, ça c'est pareil. On a une diabolisation du sexe, du fait qu'on ne peut pas prendre du plaisir avec son corps quand on est une femme, qu'on doit subir la relation. Enfin voilà, donc de nouveau problématiques. On associe la sexualité à la perversité. On associe le sexe à quelque chose de violent, de dégradant, de sale. Donc c'est un concept et une représentation pareil hyper problématique parce que ça n'a rien de sale quand c'est bien fait. Dans le respect et le consentement, ce qui n'est absolument pas le cas dans ce manga. Voilà. Bon, j'ai quand même quelques points positifs, on va dire. Alors je ne conseillerais pas du tout ce manga à personne, mais dans les points positifs que j'ai notés, c'est qu'il y a quand même une représentation du contexte géopolitique, politique, social, etc. du Japon de ces années-là. On est dans quelles années? On est dans les années 20-30, donc on parle beaucoup d'économie, notamment à travers le destin des personnages secondaires, un peu de Yuki aussi, mais surtout des personnages secondaires, des choix qu'ils vont faire, le fait de devoir déménager parce qu'il y a telle ou telle crise, des crises économiques, des changements vraiment majeurs dans le pays, donc ça donne quand même une représentation assez sympa, enfin pas vraiment sympa dans le sens où ça a l'air sympathique, mais la représentation est bien faite quand même du Japon des années 20-30, et la plume, l'écriture, les dessins sont quand même très poétiques, très oniriques. On a de nouveau les premiers chapitres après qui reviennent avec c'est lié à la mère de Yukie, etc., qui sont assez sympas. Vraiment, le côté aussi où le fleuve est vivant, le fleuve a une âme propre, tout ça c'est des points qui sont positifs, mais en fait tout le reste est tellement problématique, pas possible, pas acceptable, que ça gâche en fait la beauté du récit autre que les relations de Yukie. Et donc après avoir fini ma lecture, je me suis dit mais ce n'est pas possible. Comment on peut commercialiser ce genre d'œuvre en continuant à dire que c'est un classique, vraiment un chef-d'œuvre, qu'il faut absolument le lire et tout. Et dans les critiques positives que j'ai vues par exemple sur Babelio, etc., il y en a plein qui parlent de la libération. C'est-à-dire que Yukie, c'est un symbole de libération sexuelle, de libération de la femme qui utilise son corps comme elle le veut et tout, mais pas du tout. Honnêtement, désolée, mais je ne pense pas avoir la science infuse, mais ils sont passés à côté du sujet, et je pense que c'est des hommes qui ont dû écrire ces critiques en pensant que c'était une histoire sur la libération de la femme. Je pense que c'est des hommes, parce qu'en tant que femme, tu ne peux pas voir une quelconque notion de liberté dans cette histoire. Parce que Yukie, là, dans ces relations qu'elle a, les relations libertines, un peu charnelles et tout, déjà dans la moitié d'entre elles, c'est pas une question de choix, elle est violée, donc bon, libération, super. Et dans la seconde, elle se donne en fait hyper ouvertement parce qu'elle pense que c'est tout ce qu'elle vaut, parce qu'elle pense qu'elle porte un vice en elle, parce que son père et les autres hommes lui ont dit ah t'es source d'un péché, machin, t'es issu d'un péché, issu d'un adultère, tu ne vaux rien, tu portes le péché intrinsèquement de ta mère et tu vas payer pour ça. Donc elle pense qu'elle doit payer, elle pense que elle vaut que ça, elle pense que c'est ce qu'elle mérite, parce qu'elle a ce vice interne, parce que sa mère a trompé, elle aussi, elle est forcément immorale, donc elle va faire tout ce qui est moral parce que c'est ce qu'on attend d'elle. Mais c'est pareil, où est-ce que vous voyez de la liberté là-dedans? Il n'y a pas de liberté. Enfin bref, je pense que je vais arrêter de m'énerver sur ce manga, mais sachez qu'il n'est pas du tout question d'émancipation, d'épanouissement, de libération de la femme, de liberté sexuelle. Il est question d'une jeune fille qui se fait exploiter et matrixer par les hommes qui l'entourent. Vraiment, c'est pas du tout un livre que je recommanderais, c'est pas du tout un livre qu'il faut mettre entre toutes les mains, et je trouve que le fait que des gens y voient des concepts comme la liberté et l'émancipation là-dedans, ça prouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que vraiment, c'est fatigant. Et maintenant que je me suis énervée sur le livre précédent et que je vous ai parlé de mes déceptions, on va parler d'un coup de cœur. Mais alors là, d'un coup de cœur, je pense, sans hésiter, qu'il fera partie de mon top 10 de l'année parce que j'ai tellement aimé cette lecture. Trêve de suspense, c'est Hamnet de Maggie O'Farrell. Et alors, vraiment incroyable cette histoire. Je me souviens que quand je l'avais acheté, il me tentait beaucoup, mais je ne comprenais pas trop où on allait aller, quelle allait être l'histoire et tout, parce que le résumé est assez bref, assez intriguant, enfin assez
abstrait aussi, il est très généraliste et tout, enfin bref. On sait donc que Hamnet a une sœur jumelle, or sa sœur jumelle va tomber malade. Il va partir à la recherche d'une aide en fait pour essayer de sauver sa sœur, et donc toute l'histoire commence comme ça. Mais ce qu'on nous dit pas dans le résumé, et ce qui est important de savoir, parce que moi par exemple je me disais mais comment on va faire 400 pages en poche sur ce petit garçon qui cherche de l'aide pour sa sœur, ça va être un peu bizarre. Mais en fait, on revient sur la genèse de l'histoire de leurs parents. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que son père, on le sait, c'est Shakespeare. Et que donc, Hamlet, on se doute qu'il va y avoir un moment, un lien entre ce petit garçon, cette histoire, et peut-être l'écriture de la future pièce de théâtre de Shakespeare. Shakespeare n'est jamais nommé. C'est le seul personnage dans ce livre qui n'est jamais nommé. Il va être tout le temps à son mari, son fils, il entre, etc. On ne dit jamais son nom. Donc c'est assez marrant parce que je pense que c'était une volonté de l'autrice de vraiment centrer le récit autour de « moi je parle de l'histoire de cette famille, je ne parle pas de Shakespeare ». Oui, il s'avère que c'est la famille de Shakespeare, le fils de Shakespeare, la femme de Shakespeare, mais lui on s'en fout. C'est un personnage comme ça, il était... voilà, c'était une condition pour qu'elle existe, mais je ne le nomme pas parce que je ne veux pas qu'il soit au centre de l'histoire, ou je ne veux pas lui donner trop d'importance. En tout cas moi je l'ai compris comme ça. Parce que le personnage principal de cette histoire c'est essentiellement Agnès, qui est donc la mère des jumeaux et la femme de Shakespeare. Et si vous avez aimé Circé de Madeline Miller, on est sur une vibe un peu similaire. D'une jeune femme qui a grandi dans la campagne anglaise, qui a toujours été très différente des autres parce que sa mère est elle-même différente. Elle passe son temps dans la forêt, sa mère pareil, elle arrive à comprendre les animaux, elle arrive à comprendre la nature, elle arrive à capter le destin des gens en pinçant, vous voyez, ici, en passant entre le pouce et l'index, elle arrive à savoir si les gens vont bien, s'ils sont malades, ce qui va un peu leur arriver, etc. Donc elle a vraiment une espèce de vibe witchy, vraiment c'est une sorcière. C'est une sorcière dans vraiment le côté, je trouve, le plus empowerment du terme. C'est une femme indépendante, sûre d'elle, qui a une capacité à en comprendre le monde, à écouter son intuition, etc. Et j'ai adoré le personnage d'Agnès. Et en gros, pendant que Hamnet cherche un peu de l'aide pour sa sœur, on va découvrir comment ses parents se sont rencontrés, comment sa mère a vécu, comment son père a vécu, un peu les relations qu'ils avaient avec les grands-parents, parce qu'en gros, ils sont gantiers, donc le père de Shakespeare est gantier, et eux ils ont une maison qui est juste à côté, donc Shakespeare a travaillé avec son père pendant longtemps avant d'être précepteur de latin, et c'est là qu'il a rencontré Agnès, etc. Et l'écriture de ce livre, c'est d'une beauté. Mais je vous jure que j'ai mis tous les livres de Maggie O'Farrell dans ma wishlist après avoir lu Hamnet, parce qu'elle l'écrit extrêmement bien. C'est très prenant, elle parle de tellement de thématiques, elle parle donc de la différence, elle parle de la famille, elle parle du deuil, elle parle de la maternité, elle parle de la féminité, elle parle de l'intuition, de l'art, mais vraiment, il y a tout. C'est comme si elle avait pris l'âme humaine et qu'elle s'est dit, ok, quels sont les thèmes les plus puissants que je puisse aborder, et qu'elle avait tout abordé dans ce livre. On est sur une histoire qui est magnifiquement écrite, qui est magistralement orchestrée, hyper dynamique parce qu'on passe des périodes de la jeunesse d'Agnès et de Shakespeare à les périodes où elle a déjà eu des enfants, donc elle a ses jumeaux, etc. On a le lien comme ça indéfectible de Hamnet et de sa sœur qui est trop mignon, qui va atteindre un paroxysme que je vous laisse découvrir qui est incroyable. On a aussi l'idée de donc la mère de Shakespeare qui a perdu une fille aussi, et donc on n'en parle pas trop, on parle pas de cette Anne, et en même temps il y a cette Agnès qui arrive, Anne-Agnès ça ressemble. C'est des thématiques qui sont tellement fortes, qui sont tellement profondes. C'est hyper touchant parce qu'en même temps on a ce couple atypique, Agnès et William, qui se rencontrent, qui ne viennent pas du tout du même milieu, qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt en soi. Tout le monde pense qu'Agnès c'est une jeune fille trop bizarre, et en même temps William lui il est sans le sou, donc c'est pas un parti vraiment hyper attractif sur le papier on va dire. Et ils sont là super jeunes, ils décident
je sais pas, de faire une folie, d'être ensemble. Et ce couple tellement atypique, ils ont un lien hyper fort. Ça se voit qu'ils sont amoureux, ça se voit qu'ils se respectent, ça se voit qu'ils s'admirent aussi. Mais beaucoup de choses restent centrées sur Agnès. On apprend à découvrir la manière dont elle perçoit les choses, elle perçoit la nature, la manière dont elle se voit en tant que femme et en tant que mère, en tant qu'épouse. Et ce personnage hyper bien construit, ça m'a fait penser vraiment de nouveau à Circé de Madeleine Miller parce qu'on est sur une jeune femme qui est exclue de la société, qui est traitée un peu comme une pestiférée et elle va en fait se découvrir des capacités et une âme beaucoup plus profonde et connectée que les autres êtres humains et en fait sa différence fait sa force. Donc là c'est pareil, on prend le temps de la développer. Ce petit garçon Hamnet qui est si vif par rapport à sa jumelle qui est un peu plus chétive, etc. Donc là elle est malade, on a cette ombre de la maladie qui plane et on a peur pour cette petite fille, on se dit non, qu'est-ce qui va se passer et cette image du deuil, en fait vraiment, je pense que la prouesse et la plus belle partie de ce roman, c'est la manière dont est dépeint le deuil, la manière dont est décrit le deuil. C'est d'une beauté, d'une puissance. Alors je n'ai jamais perdu un enfant, mais j'ai perdu des proches. Et j'ai trouvé que les mots étaient tellement bien choisis. On est vraiment dans le juste équilibre entre une narration qui est dynamique, qui est drôle, émouvante, touchante, et en même temps poétique, structurée, on prend son temps, on choisit bien les mots, on a des dialogues et des pensées, des descriptions des paysages qui sont incroyables. Vraiment, j'ai été happée par cette lecture et j'ai été tellement bouleversée, tellement... pas transformée, mais en fait peut-être presque, parce que Agnès m'a vraiment beaucoup inspirée. Et ce côté intuition féminine qu'elle a, j'ai envie de me dire ok, je veux développer ça, moi aussi je veux avoir cette intuition comme ça, prendre le temps de regarder la nature, de voir des signes dans la nature, de lire les signes que la vie peut m'envoyer, enfin j'en sais rien. Vraiment, j'ai été agnésisée, je veux être comme Agnès. En plus, on est dans une petite campagne anglaise c'est fin 16e, on est en 1596, petite campagne anglaise, des gantiers, vraiment une vie de famille, tout ce qu'il y a de plus typique, qui donne beaucoup de contexte à ce récit. Et aussi ce qui est sympa, c'est qu'en tout début on a des notes, et donc ça nous explique que Hamnet et Hamlet sont en fait le même prénom, parfaitement interchangeables dans les registres de Stratford de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Et si mon enthousiasme n'a pas suffi à vous donner envie de lire ce livre, écoutez attentivement, je vais finir par ça, c'est une note historique. Dans les années 1580, un couple qui habitait Henley Street, dans la ville de Stratford, eut 3 enfants. Susanna, Hamnet et Judith, des jumeaux. Le garçon, Hamnet, mourut en 1596 à l'âge de 11 ans. 4 ans plus tard environ, son père écrivit une pièce de théâtre intitulée Hamlet. Je n'en dirai pas plus, mais vraiment, quel coup de cœur incommensurable, j'ai adoré. Eh bien écoutez, ce point lecture est fini, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On est donc sur 3 déceptions, mais c'est important aussi de vous parler des lectures que j'ai moins aimées, parce que si vous avez les mêmes sensibilités littéraires que moi, ça peut vous permettre d'économiser du temps, n'est-ce pas? Ou alors, si vous avez été convaincu par des arguments que j'ai pu donner, eh bien allez-y, ce serait hyper sympa si je pouvais vous faire découvrir des œuvres que j'ai pas aimées et que vous aimez en retour. Écoutez, hein, on est dans un échange comme ça hyper positif. J'espère que la fin de mon pack sera un peu plus positif, parce que un ratio de 1 coup de cœur, 3 déceptions, c'est pas incroyable, mais voyons le verre à moitié plein. On va se dire que j'ai commencé par le pire et qu'il ne me reste que le meilleur, n'est-ce pas, à lire. En tout cas, j'ai bon espoir pour les ouvrages qu'il me reste à découvrir. Je vous fais plein de bisous, j'espère que votre Pumpkin Autumn Challenge se passe bien. Dites-moi en commentaire peut-être la meilleure lecture que vous avez fait pour l'instant. Plein de bisous et à la prochaine. Salut!